3 janvier 2026. Au cœur de Fuerteventura, le président du Venezuela croit qu'il est parfaitement en sécurité. La forteresse rassurait Nicolás Maduro, qui s'y sentait en sécurité. Il y avait tant de défenses, tant d'issues, tant de gardes et de systèmes de sécurité, tous conçus pour assurer sa protection. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Bien au-dessus de la mer des Caraïbes, plus de 150 avions américains sont déjà en route vers l'espace aérien de Caracas, dont certains des meilleurs chasseurs furtifs, bombardiers d'attaque, appareils de guerre électroniques et hélicoptères d'attaque au monde, ayant décollé de 20 bases de l'hémisphère occidental il y a seulement quelques heures. Le dictateur n'a plus que 2 heures au pouvoir. Voici comment l'armée américaine a exécuté l'opération Résolution Absolue. La cible était le successeur choisi par Hugo Chavez, Nicolás Maduro. Maduro est issu de débuts modestes, ayant commencé comme chauffeur de bus, avant de devenir dirigeant syndical et d'acquérir un pouvoir et une influence considérables. Pendant le règne de Chavez, il est devenu président de l'Assemblée nationale, puis ministre des Affaires étrangères, et finalement vice-président, avant de prendre le contrôle du pays après la mort de Chavez en 2013. Et c'est ainsi que commença l'effondrement progressif mais inexorable de la nation sud-américaine. Moins d'un an après son arrivée, Maduro a fait face à de grandes manifestations, le peuple exprimant ses craintes et frustrations face aux pénuries et à la baisse du niveau de vie, demandant sa démission. Les manifestations ont vite dégénéré en violence, opposant manifestants et groupes paramilitaires pro-gouvernementaux, appelés Colectivos. 43 morts, des centaines de blessés et près de 4000 arrestations. La situation n'a fait qu'empirer avec les années. Consumée par le pouvoir et totalement réticente à s'en séparer, Maduro a instauré un gouvernement autoritaire, recourant régulièrement à des tactiques illégales et sournoises pour rester au pouvoir dans le pays, notamment la fraude électorale, les violations des droits de l'homme, la corruption et la censure. Le niveau de vie a continué de baisser. Des milliers de civils ont été tués et des millions d'autres ont fui le pays. La situation a basculé en 2024 lorsque Maduro a revendiqué la victoire à une élection présidentielle que les observateurs, une grande partie de la communauté internationale et des millions de Vénézuéliens ont dénoncée comme frauduleuse. À ce stade, l'ancien conducteur de bus était aussi fortement soupçonné de complicité avec les cartels, s'alliant à des groupes comme le cartel de la Solace ou du Soleil. Non seulement il avait supervisé la plus grande chute économique de l'histoire de l'Amérique du Sud, mais il avait aussi transformé le pays en une entreprise narco-terroriste, soutenant ces mêmes organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogue à travers l'Amérique du Sud, les Caraïbes et jusqu'aux États-Unis. Cela ne pouvait pas continuer. Ce n'était pas qu'une question de démocratie ou d'illégalité électorale, mais la sécurité et la stabilité de tout l'hémisphère occidental étaient en jeu. En 2020, les États-Unis ont mis une prime de 15 millions de dollars sur la tête de Maduro. En 2025, elle est passée à 25 millions de dollars, puis à 50 millions de dollars quelques mois plus tard. Plus tard, Washington était prêt à tout pour mettre fin au règne de Maduro, même si cela impliquait de déployer ses propres soldats pour le chasser du pouvoir par la force. Ce n'était pas une invasion conventionnelle. Le Venezuela n'a certes pas la puissance militaire des États-Unis, mais dispose de centaines de milliers de soldats actifs et de millions de miliciens mobilisables. Une guerre à grande échelle entre les deux pays entraînerait presque inévitablement un grand nombre de victimes des deux côtés, ainsi qu'une catastrophe humanitaire. Avec le potentiel de complètement éclipser la décennie précédente de déclin, la seule option était une extraction chirurgicale. Les forces américaines devraient intervenir rapidement et efficacement, pénétrer les défenses du Venezuela, trouver Maduro et l'éliminer, le tout en une seule nuit. Mais extraire un chef d'État lourdement gardé de sa propre capitale ne serait pas facile. Maduro était retranché dans sa forteresse Fuerteventura. Appeler cet endroit une base militaire serait un euphémisme. C'est plutôt une ville dans la ville, le cœur battant de la machine militaire vénézuélienne, abritant le quartier général de l'armée, le ministère de la Défense et la résidence du président lui-même. Avec ses nombreux bâtiments, entrées et sorties gardées, refuges sécurisés, routes d'évacuation, murs imposants et canons anti-aériens, cet endroit a été conçu pour être impénétrable. Maduro et ses alliés proches, dont des barons de la drogue et criminels de cartel, y menaient une vie luxueuse tandis que la population luttait et mourait de faim. Mais Maduro avait un dispositif de sécurité particulier, une salle sécurisée renforcée. S'il entrait, il pourrait gagner du temps pour organiser une fuite ou attendre des renforts pour l'escorter ailleurs.
Si ces lourdes portes blindées se refermaient, une extraction ciblée se transformerait en un siège prolongé et sanglant. La mission échouerait. La Delta Force devait l'atteindre avant la fermeture des verrous. Orchestrer une opération aussi complexe n'est pas simple et requiert une planification très minutieuse jusque dans les moindres détails. Pour ouvrir le coffre-fort, les États-Unis ont collecté des données dès août 2025. La CIA a discrètement infiltré une unité au Venezuela avec une mission cruciale, recueillir un maximum de renseignements sur Maduro, en recourant à la surveillance par drones à haute altitude et aux renseignements électromagnétiques. Les États-Unis devaient tout savoir, où il dormait, ce qu'il mangeait, à quelle heure il se réveillait, chaque détail comptait. L'unité devait aussi dresser le portrait le plus détaillé possible de Fuerteventura. Pour capturer Maduro, les États-Unis devaient connaître chaque recoin de la forteresse. Ils ont passé des mois à recueillir des renseignements et à construire une réplique réaliste de la résidence sécurisée de Maduro. Des unités d'élite passaient jour après jour à s'entraîner dans cet environnement, apprenant par cœur chaque partie de la configuration du bâtiment. Ils mémorisaient chaque angle mort, apprenaient chaque point d'étranglement et connaissaient le nombre exact de pas entre le lit de Maduro et la chambre forte. Alors que les troupes d'élite s'entraînant secrètement pour attaquer le complexe de Maduro, les États-Unis faisaient leur pression publiquement sur le président vénézuélien. Ils ont réuni une immense flotte navale près des côtes, dont le plus grand navire de guerre du monde. Le porte-avions USS Gerald R. Ford, capable de transporter jusqu'à 90 avions et environ 4600 marins. La flotte américaine a ensuite frappé de nombreux navires soupçonnés de trafic de drogue au large du Venezuela. Maduro, quant à lui, est resté défiant, faisant de grandes déclarations publiques sur la défense de son pays contre toutes les menaces, à huis clos. Cependant, il savait que ses jours au pouvoir étaient comptés, et juste avant la fin de 2025, Maduro a reçu un ultimatum. Le président Trump l'a appelé, lui ordonnant de se rendre ou d'en subir les conséquences. Une fois de plus, Maduro a refusé d'obéir, et ainsi, 7 jours plus tard, le 2 janvier, le moment que les États-Unis attendaient, est enfin arrivé. Il est 23h46 locales. Après une période de mauvais temps, le ciel s'est calmé et dégagé. C'est maintenant ou jamais. Le président américain Donald Trump donne l'ordre. En un instant, plus de 150 avions américains prennent leur envol. Ils comprennent des chasseurs de pointe comme le Lockheed Martin F-35 à Lightning II et le F-22, à Raptor, ainsi que des avions de guerre électroniques comme le Boeing IA-18, G Growler, des bombardiers supersoniques comme le Rockwell, B-1B Lancer et des avions de guet aériens comme le Grumman E-2D. Les ravitailleurs Hawkeye quittent également leur piste, accompagnés des hélicoptères Chinook et Black Hawk, ainsi que de nombreux drones comme le Lockheed Martin RQ-170 Sentinel en opération. L'opération Absolute Resolve avait débuté, mais pour amener la Delta Force à l'entrée, les États-Unis devaient d'abord paralyser la ville. Les agents américains, dont les équipes comme cybernétiques et spatiales, utilisent encore des technologies secrètes pour couper l'électricité de la ville. Peu avant 2h00 du matin heure locale, Caracas, la capitale du Venezuela, plonge dans l'obscurité. Pas progressivement, pas quartier par quartier, mais instantanément, d'un seul coup, des quartiers entiers de la ville sont plongés dans l'ombre. Alors que les réseaux électriques tombent en panne, les écrans radars vacillent puis s'éteignent, les communications sont coupées, les systèmes de défense aérienne perdent leurs repères visuels et les équipes d'exploitation commencent à paniquer. Ce qui suit est l'opération militaire la plus risquée et médiatisée depuis l'attaque de l'équipe SEAL 6 contre Oussama Ben Laden au Pakistan en 2011. Il n'est plus possible de revenir en arrière. La pointe de l'assaut cinétique était le Boeing IA-18G Growler. Ils utilisent leur système de brouillage tactique avancé pour inonder la ville d'ondes électromagnétiques invisibles, brouillant les stations radars et perturbant tous les réseaux de communication qui pourraient encore fonctionner au sol. Les défenses aériennes du Venezuela incluent des batteries de missiles solaires S-300 soviétiques, des plateformes Buk M2 russes à moyenne portée, des batteries Pechora 2M et des IGLA-S à courte portée. Les manpads sont neutralisés. Les systèmes comme le S-300, bien que vieux de plusieurs décennies, restent capables d'abattre des avions ennemis. Alors que les Growlers continuent de brouiller les défenses, les pilotes de chasse traversent la ville à toute vitesse, frappant de nombreux sites militaires et autres cibles stratégiques dans et autour de Caracas, notamment la base navale de la Meseta de Marmo, le port de la Lugueira, la base aérienne de la Colota, la sous-station Panamericana, les antennes d'El Volcan et l'observatoire Cagigal. C'est une série de frappes précises,
et soigneusement calculée à travers le réseau de défense du pays, conçue pour neutraliser la capacité du Venezuela à se défendre, afin de semer la confusion et le chaos dans les rangs ennemis. Et, surtout, pour ouvrir la voie aux hélicoptères et aux équipes des opérations spéciales, afin qu'ils puissent intervenir pour l'extraction. Les défenses aériennes de Caracas sont hors service. Le bouclier de la ville a été brisé. La ville sombre brièvement dans l'obscurité et le silence, puis tout explose. À ce moment, Maduro et ses gardes comprennent la situation. Leur nation est attaquée, et ce n'est qu'une question de temps avant que les troupes américaines ne prennent d'assaut le complexe de Fuerte Tiuna. Les États-Unis savent qu'ils n'ont pas une seconde à perdre. Le succès ou l'échec de toute l'opération se joue dans les prochaines minutes. Parce que c'est tout ce qu'il faudra à Maduro pour disparaître dans son abri blindé, un labyrinthe de tunnels souterrains ou de bunkers, ou même pour potentiellement monter à bord d'un avion et fuir le pays. Tandis que ses soldats les mieux entraînés et ses gardes du corps cubain d'élite retiennent les assaillants américains assez longtemps pour lui permettre de s'enfuir. Heureusement, les États-Unis ont envoyé leurs meilleurs éléments pour cette mission, dont des opérateurs de la Delta Force, parmi les militaires les plus compétents du monde. Présents à bord des Chinook et Black Hawk fonçant sur Fuerte Tiuna, ils ne cherchent pas de piste d'atterrissage ni d'héliport, ils prévoient de déposer leurs passagers. Juste devant la planque de Maduro, les gardes vénézuéliens attendent. Tirant sauvagement en l'air, ils ont réussi à endommager l'un des hélicoptères, mais pas suffisamment pour l'abattre. À 2h01 du matin, les troupes ont descendu en rappel dans l'enceinte. C'est leur moment, c'est pour cela qu'ils se sont entraînés. C'est vers cela que toutes ces semaines et ces mois de planification et de préparation les ont menés. Ils avancent, avec rapidité, précision et une discipline inégalée. Les membres de la Delta Force ont atterri et couru vers la planque de Maduro. Grâce à leur vision nocturne et à leurs optiques thermiques, ils ont pénétré dans l'enceinte sombre et se sont approchés de la première d'une longue série de portes en acier. Les membres de la Delta ont utilisé des charges de bréchage pour se frayer un chemin à l'intérieur. L'équipe profite de ces nombreuses heures d'entraînement dans la réplique de la base, se déplaçant aisément de couloir en couloir et de pièce en pièce. Bien que ce soit leur première fois à Fuerte Tiuna, ils ont déjà l'impression de connaître l'endroit comme leur poche, anticipant chaque coin, chaque porte, chaque point d'étranglement. Grâce aux informations de la CIA, les agents savent où Maduro est probablement à ce moment-là, et se rendent directement à ses quartiers de repos. Cependant, ils ne peuvent pas circuler librement dans tout le palais présidentiel. Les gardes d'élite de Maduro, composés de Vénézuéliens et de dizaines de Cubains hautement entraînés, sont prêts à tenir la ligne et repousser les assaillants américains. Mais la Delta Force se rapproche de plus en plus de l'emplacement de Maduro. À chaque seconde qui passe, ces gardes fuient, abandonnent ou sont éliminés un par un. À quelques secondes près, Maduro et sa femme tentent une ultime course vers la pièce sécurisée, tandis que les derniers de garde tombent et que résonnent tirs et explosions dans la résidence. Maduro est à quelques centimètres d'entrer dans sa chambre forte en acier et de refermer la porte derrière lui lorsque les opérateurs de la Delta Force finissent par mettre la main sur lui. Même avec le président vénézuélien arrêté, la mission n'est pas finie. Maduro a beau être capturé, mais il doit encore être exfiltré. Les opérateurs de la Delta lui attachent les mains avec des colliers de serrage, mettent une cagoule sur sa tête et le traînent vers le point d'extraction désigné à l'autre bout du monde. Donald Trump et ses principaux conseillers, dont le directeur de la CIA John Ratcliffe et le secrétaire d'État Marco Rubio, suivent la situation en cours. Depuis le complexe Mar-a-Lago du président à Palm Beach, en Floride, le président américain reste calme et posé, commentant plus tard le travail remarquable accompli par les forces armées américaines. Il est tôt le matin, mais Caracas est déjà bien réveillé. Le Venezuela et une grande partie du monde retiennent leur souffle alors que le drame se déroule. Hors de la forteresse, les collectivos pro-gouvernementaux descendent dans les rues, tandis que les commandants militaires du Venezuela réfléchissent à la suite. Leurs défenses sont peut-être affaiblies, mais ils disposent encore de quelques chasseurs soviétiques qu'ils pourraient faire décoller, et de milices qu'ils pourraient mobiliser. Les forces américaines le savent, leurs actions ont réduit le niveau de menace, mais elles ne l'ont pas éliminé. Heureusement pour eux, cette tentative n'a jamais lieu. Sans doute en raison du chaos organisé par l'attaque aérienne américaine, le Venezuela demeure dans une paralysie relative. Alors que les troupes de la Delta Force embarquent Nicolás Maduro à bord d'un hélicoptère et se dirigent vers le porte-avions toujours stationné au large des côtes du pays. 4h29 du matin. 2h30 après le début de l'opération, Nicolás Maduro atterrit sur un porte-avions américain et part pour New York. Lorsque le soleil se lève plus tard dans la journée, l'hémisphère occidental a officiellement changé, à jamais. Le président Trump apparaît dans une allocution télévisée annonçant que le dictateur hors la loi. Nicolás Maduro a été arrêté avec succès,
et sera jugé dans le district sud de New York pour des accusations de narcoterrorisme et de blanchiment d'argent. L'opération Résolution Absolue, jugée par certains comme l'une des guerres les plus courtes, est un succès. Les États-Unis ont atteint leurs objectifs sans perte et avec seulement 7 blessés. Côté vénézuélien, des dizaines de personnels vénézuéliens et cubains ont été tués, les défenses aériennes et installations militaires détruites, et un régime ruineux décapité. L'opération Résolution Absolue a prouvé qu'une extraction précise peut complètement démanteler un régime sous le couvert de l'obscurité. Un mois plus tard, les États-Unis ont montré qu'ils pouvaient exécuter en plein jour, sans erreur, l'assassinat du guide suprême de l'Iran, sans même avoir besoin de l'obscurité. Cliquez sur la vidéo à l'écran et retrouvez-nous dans le prochain épisode de The Battlefield Show.